Le feu est rouge. En tant que cycliste, je ne suis pas obligé de marquer l'arrêt et je peux continuer tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans le code de la route, en tant que cycliste, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on est autorisé à griller les feux rouges? Alors non, en tant que cycliste et comme les autres usagers, je dois bien respecter la signalisation quand elle me concerne notamment. Donc les feux tricolores de manière générale, ils concernent tous les usagers, les cyclistes y compris. Mais là on voit bien qu'il y a un panneau qui concerne uniquement les cyclistes justement. Qu'est-ce qui signifie ce panneau? Eh bien concrètement, en tant que cycliste, je ne suis pas tenu de marquer l'arrêt au feu rouge en présence de ce panneau. Il faut par contre faire attention au sens de la flèche, c'est elle qui va déterminer si oui ou non je dois marquer l'arrêt ou pas au feu rouge. Parce que si je vais tout droit, là, je peux continuer sans m'arrêter au feu rouge. Par contre, si je tourne à gauche ou à droite, là, dans ce cas-ci, je vais devoir attendre et respecter justement ce feu rouge. Donc c'était bien oui, réponse A. Ce véhicule roule à 65 km/h. Je peux le dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, analysons un petit peu la situation. On voit que la vitesse est limitée à 80 km/h. Le véhicule en face de nous roule à 65 km/h. Est-ce que je peux le dépasser? Donc là, l'élément auquel il fallait vraiment porter attention, c'était bien la ligne, puisque cette ligne, c'est une ligne de dissuasion. Cette ligne me permet de dépasser les véhicules lents qui roulent à moins de 60 km/h. Et je suis donc interdit de franchir cette ligne pour dépasser des véhicules qui roulent au-delà de 60 km/h. Ce qui est important, c'est de bien faire la distinction entre les lignes de dissuasion et les lignes discontinues traditionnelles, puisque les lignes discontinues me permettent de dépasser n'importe quel véhicule si bien sûr les conditions sont favorables. Donc comment on sait, comment on repère, comment on fait la différence entre ces deux lignes? Eh bien c'est simple, les lignes de dissuasion ont une fréquence de bande beaucoup plus rapprochée, c'est-à-dire que on est sur des bandes de 3 mètres qui sont espacées de 1,33 m chacune. Et en ce qui concerne les lignes discontinues, on est sur des bandes de 3 mètres qui sont espacées de chacune de 10 mètres. Donc là, dans cette situation, non, je ne peux pas dépasser le véhicule en face de moi. C'était bien la réponse B. Lors d'un arrêt d'urgence de nature quelconque, le non-port du gilet de haute visibilité est passible d'une amende de 135 €. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je ne porte pas mon gilet haute visibilité lors d'une situation où il est obligatoire, lors d'un arrêt d'urgence, je serai passible en effet d'une amende de 135 € au cas où il y aurait un contrôle de police. Donc c'était bien la réponse A. Dans cette voie, les usagers venant d'en face doivent me céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les véhicules de transport de marchandises peuvent y circuler. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on voit bien le panneau carré avec le fond intérieur bleu, avec les deux flèches, la flèche blanche qui va dans notre sens de circulation et la flèche rouge plus mince, plus petite, qui est dans le sens inverse. Donc ça nous indique tout simplement qu'on est prioritaire et que les usagers d'en face devront me céder le passage. Et en ce qui concerne les véhicules de transport de marchandises et en général les véhicules avec un PTAC au-delà de 3,5 tonnes, ils sont interdits de circuler dans cette voie. On voit bien le panneau circulaire avec cette bande rouge, le fond intérieur blanc et puis le pictogramme justement du camion. Donc ils sont bien interdits. Donc les bonnes réponses étaient bien la A et la D. En rentrant dans cette agglomération, je peux rouler à 30 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux rouler à 50 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. De manière générale, quand on rentre dans une agglomération, quand on passe par ce genre de panneau d'entrée d'agglomération, s'il n'y a pas de panneau spécifique de limitation de vitesse, on est bien limité à 50 km/h.
Donc on peut rouler à 50 km/h au maximum de la limitation de vitesse, c'est possible. Est-ce que par contre on peut rouler à 30 km/h? A priori, il n'y a rien qui nous en empêche. Donc oui, on peut rouler également à 30 km/h. Les bonnes réponses c'était bien la A et la C. Je suis obligé de rouler à au moins 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse D. Donc qu'est-ce que signifie ce panneau? Donc c'est un panneau carré avec fond intérieur bleu. Donc c'est pas un panneau circulaire, ça peut pas être une interdiction ni une obligation. Dans ce cas-là, il s'agit bien d'un panneau où la vitesse conseillée est de 50 km/h. C'est important justement de bien faire la distinction entre ce panneau carré et puis son homologue qui est circulaire, où on parle bien d'une obligation à rouler à 50 km/h minimum. À l'inverse des panneaux de limitation de vitesse où le fond va être blanc au lieu de bleu et puis la forme va également être circulaire. Donc là, il fallait bien répondre la réponse B. Que risque un conducteur contrôlé à 0,8 g par litre d'alcool dans le sang? Une suspension du permis de conduire? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une peine d'emprisonnement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc il faut savoir qu'aussi bien pour les conducteurs en période probatoire que les conducteurs expérimentés, quand on est contrôlé à au-delà de 0,8 g par litre d'alcool dans le sang, il ne s'agit plus d'une contravention mais bien d'un délit. Donc si on est contrôlé à une alcoolémie supérieure ou égale à 0,8 g par litre, on risque une immobilisation du véhicule, une amende pouvant aller jusqu'à 4 500 €, le retrait de 6 points sur le permis, une suspension ou une annulation du permis qui peut aller jusqu'à 3 ans, l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Donc les bonnes réponses étaient bien A et C. Petite pause, juste 30 secondes dans le test pour te donner des conseils pour réussir ton code. Je sais que c'est pas évident de réviser le code en ligne, c'est pour ça que j'ai trouvé une solution pour toi. Je suis tombé sur cette auto-école en ligne, c'est une des moins chères du marché et avec le permis libre, tu vas pouvoir avoir plein de ressources pour réviser le code de la route. Tu peux directement cliquer sur le premier lien en description et en quelques clics, tu vas pouvoir avoir accès à de nombreux sujets d'examen blanc et de tests interactifs comme celui-là. L'accès à cette route est interdit aux véhicules de plus de 3 mètres de hauteur? Réponse A, oui. Réponse B, non. Cette signalisation concerne principalement les gros gabarits et principalement les poids lourds. Le premier panneau concerne les véhicules de plus de 12 tonnes pour lesquels l'accès à cette route est interdit. Le second interdit l'accès aux véhicules de plus de 3 mètres de largeur. Réponse B. Je dois tourner à gauche? Réponse A, oui. Réponse B, non. Je dois me placer sur la voie de gauche? Réponse C, oui. Réponse D, non. Le panneau rond bleu m'oblige à tourner à gauche. Par contre, il est impossible de me placer sur la voie de gauche car dans ce cas, je circulerai à contresens de la circulation. En regardant le sens de stationnement de la voiture jaune, je me rends compte que je suis dans une rue à double sens de circulation. Je reste dans cette voie en serrant l'axe médian pour tourner. Réponse A et D. Donc tu peux avoir accès à tout ça pour seulement 19 €, mais moi ce que je te conseille c'est de prendre le pack à 44 € où tu vas avoir toutes ces ressources et également une place à l'examen du code de la route. Ou si tu cherches une auto-école pas chère également pour la conduite, je te conseille de prendre le pack à 65 € où là tu auras les ressources du code, la place à l'examen et même une heure de conduite. Là, tu as vraiment toutes les cartes en main pour réussir ton code. Si ça t'intéresse, ça sera le premier lien en description et on enchaîne tout de suite directement avec la question suivante. Je suis bien placé pour aller à Aubagne? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur l'autoroute? Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on voit qu'on a 3 voies, on est positionné sur la voie du milieu, la voie de droite mène à Mévreuil, et est-ce qu'on est bien placé pour aller à Aubagne? Oui, en effet, il y a 2 voies pour aller à Aubagne,
celle où on est positionné et celle de gauche, donc on est bien placé. Par contre, est-ce qu'on est sur l'autoroute? On voit bien le panneau bleu qui nous indique qu'on est en direction de l'autoroute A8. Par contre, on est bel et bien sur une départementale. On a le panneau juste au-dessus, justement, du panneau d'autoroute. Le panneau au-dessus avec marqué D6, ce panneau jaune. Donc on est bien sur la départementale 6 en direction de l'autoroute A8. Les bonnes réponses étaient donc bien la A et puis la D. La signalisation permet le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on regarde le marquage au sol pour savoir si on a l'autorisation de dépasser ou non. Là, on voit bien une ligne discontinue de dissuasion pour être plus précis comme on l'a vu précédemment. Cette ligne de dissuasion, elle ne nous interdit pas totalement le dépassement puisqu'elle nous autorise le dépassement des véhicules lents allant jusqu'à 60 km/h. Par contre, pour autant, est-ce que je peux me permettre de dépasser le véhicule en avant? Donc, étant donné qu'on n'a pas l'information de la vitesse du véhicule en avant, justement, on ne sait pas s'il roule en dessous de 60 km/h ou s'il roule au-dessus de 60 km/h. Donc c'est pour ça qu'on va se baser sur un autre indice. On voit au loin justement sur la voie de gauche un véhicule qui vient vers nous à l'inverse de notre sens de circulation. Donc bien évidemment, on ne dépasse pas. Les bonnes réponses étaient bien la A et puis la D. À quoi fait référence ce voyant? Les feux de croisement, réponse A. Les feux de brouillard avant, réponse B. Les feux de position, réponse C. Il s'agissait bien du voyant des feux de brouillard avant, réponse B. Pour stationner, il est conseillé de tourner les roues vers le trottoir, sur le plat, réponse A, dans une montée, réponse B, dans une descente, réponse C. C'est vrai que c'est important de tourner ses roues vers le trottoir quand on est dans une montée ou bien une descente, puisque si on orienterait nos roues droite ou même dans le sens de la chaussée, il y aurait des risques que le véhicule descende sous l'action de la gravité, dans le cas où le frein à main ne serait pas assez efficace pour maintenir le véhicule en position immobile justement. Donc tourner les roues vers le trottoir, c'est vraiment important de le faire, surtout quand la route est très inclinée. Les bonnes réponses étaient donc la B et la C. Je dois céder le passage à ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, on a un feu orange clignotant en bas. Ça a le même effet qu'un feu vert, seulement ça nous indique de redoubler d'attention. C'est pour ça qu'on ne doit pas céder le passage à ce cycliste qui est sur le passage piéton et qui doit avoir un feu rouge justement. Par contre, on voit qu'il y a un petit ralentissement vers l'avant. On est à l'approche d'un giratoire, donc on attend quelques secondes justement à ce feu pour ne pas s'arrêter et empiéter sur le passage piéton, c'est important, mais c'est pas pour autant qu'on est censé lui céder le passage. Bien sûr, si le cycliste décide tout à coup de traverser, même s'il a un feu rouge, on va bien évidemment le laisser passer, on va pas l'écraser, mais on ne doit pas, en théorie, céder le passage à ce cycliste puisqu'on a un feu orange clignotant qui équivaut à un feu vert. Donc la bonne réponse était bien B. Dans cette situation, je cède le passage au piéton, réponse A. Je continue sans ralentir, réponse B. Je m'arrête, réponse C. Je klaxonne, réponse D. Donc là, on voit un piéton qui est déjà engagé sur le passage piéton. Bien évidemment, on ne continue pas sans ralentir et on ne klaxonne pas non plus. Donc on va bien lui céder le passage puisqu'il est prioritaire de toute manière et on va également s'arrêter. Des bonnes réponses, c'était la A et puis la C. À 50 km/h, le champ de vision d'un conducteur est de 90 degrés, réponse A, 110 degrés, réponse B. À 130 km/h, 30 degrés, réponse C, 50 degrés, réponse D.
Donc là, il n'y a pas forcément d'astuce, c'est vraiment des choses qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. De manière générale, plus on roule vite, plus notre champ de vision va se réduire, tout simplement. Et puis à 50 km/h, notre champ de vision il est de 90 degrés environ, et puis à 130 km, il est environ à 30 degrés. C'est pour ça que la signalisation elle est adaptée en fonction de la vitesse des usagers. Quand on est sur l'autoroute, les panneaux sont bien plus gros que ceux en agglomération par exemple. Puisqu'on roule bien plus vite sur l'autoroute, donc notre champ visuel est bien plus réduit sur l'autoroute qu'en agglomération. Donc les bonnes réponses c'était bien la A et la C. Je roule à 130 km/h sur l'autoroute. La distance de sécurité minimale avec les autres usagers doit être environ de 60 mètres. Réponse A. 80 mètres. Réponse B. Cette distance équivaut à environ une bande d'arrêt d'urgence. Réponse C. 2 bandes d'arrêt d'urgence. Réponse D. Donc pour calculer la distance de sécurité minimale entre deux véhicules, il y a une formule qu'il faut bien connaître. Donc on va multiplier le nombre des dizaines de la vitesse, donc pour 130 km/h c'est 13, par 6. 13 multiplié par 6, ça nous donne 78 mètres, donc environ 80 mètres. Pour donner un autre exemple, si on aurait roulé à 90 km/h, la distance de sécurité minimale, ça aurait été 9 multiplié par 6, ce qui nous donne 54 mètres. Donc la distance de sécurité minimale entre deux véhicules quand on roule à 130 km/h sur l'autoroute, ça équivaut à environ 2 bandes d'arrêt d'urgence, soit 80 mètres. Il faut garder en tête qu'une bande d'arrêt d'urgence, c'est environ 40 mètres. Donc les bonnes réponses, c'était la B et la D. Je roule à 110 km/h sur l'autoroute. Je freine brusquement car je suis à l'approche d'un danger imminent. Sur sol sec, ma distance d'arrêt est d'environ 90 mètres. Réponse A. 120 mètres. Réponse B. Sur sol mouillé, ma distance d'arrêt est environ 50% plus longue. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Une autre formule importante à connaître, ça va être une formule pour calculer la distance d'arrêt. Donc encore une fois, on va prendre le nombre des dizaines de la vitesse à laquelle on roule, donc là 110 km/h, donc c'est bien 11, et on va le multiplier par le même nombre, donc 11 fois 11. Ça nous donne 121, donc une distance d'arrêt d'environ 120 mètres. En temps de pluie, lorsque la route est mouillée, les pneus adhèrent environ 2 fois moins à la route, et on considère que la distance d'arrêt est environ 2 fois plus longue. Donc c'est pas 50%, c'est 2 fois plus longue, donc 100% si on parle en pourcentage. Les bonnes réponses étaient donc B et D. Je circule en feu de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule en feu de brouillard arrière. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on voit qu'il y a un brouillard épais, la visibilité est vraiment réduite, elle est inférieure à 50 mètres. Donc je circule bien en feu de croisement, c'est important de les laisser allumer, notamment en temps de pluie, en temps de brouillard et en temps de neige. J'allume également mes feux de brouillard arrière et si mon véhicule en est équipé, j'allume aussi mes feux de brouillard avant. La bonne réponse était donc la A et la C. De manière générale, je peux franchir cette ligne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Chevaucher cette ligne. Oui, réponse C. Non, réponse D. De manière générale, la ligne continue, elle interdit justement le franchissement et le chevauchement de cette même ligne. Il y a des exceptions, on pourrait potentiellement chevaucher cette ligne pour contourner un obstacle qui serait sur la route et on peut également dépasser un cycliste ou un cyclomobile. Les cyclomobiles, c'est le nom utilisé dans le code de la route pour désigner ce genre d'engin type vélo électrique. Avant d'appeler les secours, je vérifie si la victime respire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est consciente. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est important de prendre le maximum d'informations avant d'appeler les secours, d'établir un pré-diagnostic pour justement transmettre ça aux secours et maximiser les chances derrière de survie des victimes. Donc dans un premier temps, on vérifie si la victime est consciente, on essaye de lui parler, de lui faire des gestes. Si elle parle, forcément, elle respire et elle est consciente. Mais si elle est inconsciente, on vérifie bien qu'elle respire, on regarde si le torse se gonfle
Et puis après, on donne toutes les informations au secours. Les bonnes réponses, c'était bien la A et la C. Ce radar m'indique en temps réel que j'ai dépassé la limite de vitesse. Je vais recevoir une contravention. Oui, réponse A. Non, réponse B. On est sur une voie limitée à 50 km/h, on est en présence d'un radar pédagogique et à l'inverse d'un radar automatique. Le radar pédagogique, il est juste là à titre indicatif, il nous informe justement sur notre vitesse. Et si on dépasse la limite de vitesse, on ne recevra pas de contravention. Donc c'était bien la réponse B. Quel feu suis-je autorisé d'utiliser lorsque je circule dans un tunnel? Les feux de route, réponse A. Les feux de brouillard avant, réponse B. Les feux de croisement, réponse C. Les feux de position seule, réponse D. Dans un tunnel, c'est totalement interdit d'allumer les feux de route ou les feux de brouillard avant puisque ce serait vraiment dangereux, ça éblouirait les autres usagers. Dans le tunnel, on allumera soit les feux de croisement, soit les feux de position seule. De manière générale, on privilégiera toujours, quand on a le choix, les feux de croisement, mais les deux potentiellement seraient autorisés dans cette situation. Les bonnes réponses, c'était bien la C et la D. L'étiquette des pneus nous informe sur la consommation de carburant, réponse A. Le bruit de roulement externe, réponse B. Le taux de rejet de CO2, réponse C. L'adhérence sur sol mouillé, réponse D. On voit bien les trois différentes sections sur l'étiquette. Donc il y en a une qui nous informe sur la consommation du carburant, l'autre sur le bruit de roulement externe et également sur l'adhérence sur sol mouillé. Donc c'était bien la A, la B et la D. Il s'agit d'une bande cyclable. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, qu'est-ce qui nous permet de déterminer s'il s'agit d'une bande cyclable ou bien d'une piste cyclable? Il faut juste voir si la piste est séparée ou non de la route. Dans ce cas-là, la piste est bel et bien séparée de la route. Il s'agit bien d'une piste cyclable et non d'une bande cyclable. Une bande cyclable, c'est vraiment quand il n'y a pas de séparation. On circule réellement sur la route. Donc la bonne réponse était bien B. Dans 60 mètres, je devrais obligatoirement marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage aux autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on a un panneau céder le passage. Ce qui va être important, c'est de regarder le panonceau juste en dessous avec marqué stop 60 mètres. Donc ça nous indique que dans 60 mètres, il y aura un stop. Donc on sera forcément obligé de marquer l'arrêt et de céder le passage aux autres usagers. Donc c'était la réponse A et la C. En cas d'arrêt prolongé de plusieurs minutes dans un embouteillage, il est préférable de couper le moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'aide à la conduite Start and Stop permet de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quand il y a de gros ralentissements, quand on est dans un embouteillage, quand on est à l'arrêt, il va être préférable de couper le moteur pour réduire la consommation et de réduire les émissions en gaz carbonique. D'ailleurs, l'aide à la conduite Start and Stop pour les véhicules qui en sont équipés permet de couper le moteur automatiquement lorsque le véhicule est immobilisé pour plus de quelques secondes, donc que ce soit dans un embouteillage ou dans un feu rouge. Lorsque le véhicule est immobile pour quelques secondes, le moteur va se couper automatiquement et ça va permettre forcément de réduire les émissions de CO2. Je continue tout droit, la vitesse m'est limitée à 90 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, on est sur l'autoroute. On voit au loin sur la droite un panneau de limitation de vitesse à 90 km/h. On a un panonceau juste en dessous qui nous indique
que cette limitation de vitesse concerne vraiment la voie de droite. Donc si on prend la sortie de l'autoroute, si on va sur la droite, on sera limité à 90 km/h. Si on reste tout droit, et là c'est le cas, la vitesse ne va pas m'être limitée à 90 km/h. On est sur l'autoroute, donc la vitesse, a priori, elle est limitée à 130 km/h. Donc c'était bien non, réponse B. Je me place à gauche à l'entrée de ce carrefour à sens giratoire. Je suis bien placé pour aller à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis mal placé pour aller tout droit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc dans un giratoire, c'est simple. Si on veut aller à gauche, on se place à gauche. Si on veut aller à droite, on se place à droite. Pour aller tout droit, on se place également sur la droite. Donc je me place à gauche, donc je suis bien placé pour aller à gauche. Par contre, je suis mal placé pour aller tout droit, puisque pour aller tout droit, il faut se positionner à droite. Donc les bonnes réponses étaient bien A et C. Dans cette voie peuvent circuler les taxis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les véhicules électriques. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ce symbole, ce panneau, il fait référence à une voie de covoiturage. Il y a 4 types de véhicules qui sont autorisés à circuler dans cette voie. Le premier, c'est les véhicules qui font du covoiturage. Ensuite, on a les taxis, les véhicules électriques et également les transports en commun. Donc les bonnes réponses, c'était bien A et C. En tant que jeune conducteur, je peux circuler à 80 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. 90 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on est sur une voie limitée à 90 km/h. On a le panneau qui nous dit qu'on entre dans une voie à accès réglementé. Dans les voies limitées à 90 km/h, en tant que jeune conducteur, je suis limité à 80 km/h. Donc je ne peux pas rouler à 90 km/h. Donc là, on a toutes les limitations spécifiques pour les jeunes conducteurs. C'est important de les connaître. Sur l'autoroute, c'est 110 km/h au lieu de 130. Sur les routes à double sens séparées par un terre-plein central qui sont limitées normalement à 110 km/h, on est limité à 100 km/h en tant que jeune conducteur. Pour les routes à double sens sans séparateur central, c'est 80 km/h, que ce soit pour les conducteurs expérimentés comme les jeunes conducteurs. Les autres routes, comme c'est le cas ici, qui sont limitées à 90, en tant que jeune conducteur, on va être limité à 80 km/h. Et en agglomération, ça ne change pas, c'est 50 km/h pour tout le monde. Ces limitations jeunes conducteurs, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre par cœur parce que ça tombe à chaque fois. Donc les bonnes réponses étaient bien la A et la D. Le système e-call permet d'alerter les secours automatiquement en cas d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'être géolocalisé. Oui, réponse C. Non, réponse D. En cas d'accident, le système e-call, qui est obligatoire sur les véhicules neufs depuis 2018 en France, permet d'alerter les secours automatiquement en cas de collision du véhicule, puisque ça marche avec des capteurs sur le véhicule et également ça marche avec des satellites. C'est pour ça que le système e-call permet également d'être géolocalisé. Les bonnes réponses étaient donc la A et la C. Sur un véhicule à boîte automatique, j'appuie sur le frein pour retirer la position P park. Oui, réponse A. Non, réponse B. En effet, sur un véhicule automatique, il faut bien appuyer sur le frein pour retirer la position du frein à main, comme on l'appelle pour la boîte manuelle. C'est une mesure de sécurité, ça évite que le véhicule se mette en mouvement juste après qu'on retire justement la position du frein. Donc c'était bien oui, réponse A. Les conducteurs novices sont impliqués dans un accident de la route sur 4. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Il y a plusieurs statistiques qu'il est important de connaître concernant les accidents de la route. En effet, les conducteurs novices sont impliqués dans 25% des accidents, soit un accident de la route sur 4. Il y a également des questions statistiques sur les causes des accidents qui peuvent tomber. Donc, il faut savoir que la première cause d'accident de la route et la première cause de mortalité en France, c'est bien la vitesse. Donc, la vitesse inadaptée, l'excès de vitesse en gros. Et puis pareil, le deuxième facteur d'accident de la route et de mortalité sur la route, c'est bien la consommation d'alcool et de stupéfiants. Donc, c'était bien la réponse A. Ce voyant vient de s'allumer sur mon tableau de bord. Je dois m'arrêter immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il s'agit d'un problème moteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. De manière générale, lorsqu'un voyant de couleur orange s'allume sur notre tableau de bord, ça indique qu'il y a un problème à régler le plus rapidement possible. À l'inverse des voyants de couleur rouge, les voyants orange n'impliquent pas forcément un arrêt immédiat. En l'occurrence, ce voyant, il fait référence à une alerte de la pression des pneus. Donc ce qu'il faut faire, c'est vérifier la pression des pneus et les gonfler le plus rapidement possible. On peut faire ça à la station-service la plus proche, par exemple. Il n'y a pas besoin de s'arrêter immédiatement, en tout cas on n'est pas tenu de le faire. Donc ce voyant, il n'indique pas un problème moteur, mais bien une alerte de pression des pneus. Comme on peut le voir juste ici, le voyant qui indique justement un problème moteur, ce serait celui-là. Donc les bonnes réponses étaient bien B et D. Suite à un accident corporel, le dépistage de stupéfiants est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le dépistage d'alcool n'est pas obligatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il faut bien faire la différence entre un accident corporel et un accident matériel. Un accident corporel, il va impliquer forcément des blessés. Ça peut être des blessés mortels. Dans ce cas-là, ce serait un accident mortel. Et un accident matériel, comme son nom l'indique, c'est un accident où il n'y a pas de blessés, il y a juste des dégâts matériels. Dans le cas d'un accident matériel, l'intervention de la police n'est pas systématique, elle n'est pas obligatoire. On n'est pas tenu de faire appel justement au service de police sur un accident matériel. À part s'il y aurait une ou plusieurs personnes impliquées dans l'accident qui refuseraient de remplir le constat amiable ou bien qu'il y aurait des circonstances atténuantes comme par exemple une dégradation des biens publics. Là, dans ce cas-là, il faudrait appeler la police. Mais en règle générale, pour les accidents matériels, il n'y a pas forcément besoin de faire appel au service de police. C'est pour ça que le dépistage de stupéfiants et d'alcool est facultatif, il n'est pas obligatoire, encore une fois, dans le cas d'accident matériel. En ce qui concerne le cas d'accident corporel, là oui, l'intervention de la police est systématique et elle est obligatoire. Donc le dépistage de stupéfiants, il est obligatoire et le dépistage d'alcool est également obligatoire. Donc les bonnes réponses, c'était la A et la D. En tant que conducteur en période probatoire, sur l'autoroute, je peux rouler à 100 km/h, réponse A, 110 km/h, réponse B, 120 km/h, réponse C, 130 km/h, réponse D. Sur autoroute, lorsque la vitesse est limitée à 130 km/h, en tant que conducteur en période probatoire, la vitesse maximale autorisée est fixée à 110 km/h. Donc bien évidemment, je peux rouler à 110 km/h, mais je peux également rouler à 100 km/h. Également une petite subtilité sur autoroute, sur les portions de l'autoroute qui sont limitées à 110 km/h en tant que conducteur en période probatoire, je ne suis pas autorisé à rouler à 110 lorsque la vitesse est limitée à 110. La vitesse maximale autorisée est fixée à 100 km/h sur les portions d'autoroute qui sont limitées à 110. De manière générale, quand la vitesse est limitée à 130, en permis probatoire, je suis autorisé à aller au maximum à 110 km/h. Donc je peux également rouler à 100 km/h. Les bonnes réponses étaient bien la A et la B. Dans cette agglomération, la limite de vitesse est de 30 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette voie est à sens unique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, est-ce que dans toute l'agglomération, on est limité à 30 km/h? Parce que c'était bien ça la question, il faut bien faire attention à l'énoncé. Là, en effet, on est limité à 30 km/h. On a une zone 30, donc plusieurs rues vont être limitées à 30 km/h.
Par contre, toute l'agglomération n'est pas limitée à 30 km/h. Si ça aurait été le cas, on aurait eu le panneau d'agglomération avec le panneau de limitation vitesse 30 juste en dessous comme on peut le voir à l'écran. Deuxième question, on cherchait à savoir si cette voie était une voie à sens unique. En effet, c'est une voie à double sens de circulation. On le voit justement par le marquage au sol et également la voiture sur la gauche qui est stationnée dans le sens inverse de circulation. Donc cette voie n'est pas une voie à sens unique. Les bonnes réponses étaient bien la B et la D. Je bénéficierai de la priorité de passage à plusieurs intersections. Oui, réponse A. Non, réponse B. À la prochaine intersection uniquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc qu'est-ce que signifie ce panneau ? Ce panneau, c'est bien un panneau de priorité et c'est un panneau qui nous permet d'avoir la priorité à plusieurs intersections. Il désigne une route à caractère prioritaire. Le panneau qui nous donnerait la priorité sur la prochaine intersection uniquement, ce serait celui-ci. C'est le panneau de priorité ponctuelle. Les bonnes réponses étaient donc bien la A et la D. Un pneu sous-gonflé adhère moins à la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Diminue la distance de freinage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Forcément, avec un pneu dégonflé qui n'a pas une pression suffisante, il va moins adhérer à la route. Et forcément, s'il adhère moins à la route, le freinage va être moins efficace et ça va augmenter la distance de freinage. Donc bien évidemment, les bonnes réponses étaient la A et la D. En manipulant le GPS en conduisant, je quitte la route des yeux pendant plusieurs secondes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de ne pas remarquer un indice important. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est sûr que quand on suit notre itinéraire sur un GPS, on est moins attentif à ce qui se passe sur la route. Donc on quitte la route des yeux pendant plusieurs secondes et on risque de ne pas remarquer un indice important. C'est pour ça que dans la mesure du possible, on essaye de favoriser la commande vocale du GPS pour justement ne pas quitter la route des yeux et rester focus sur les indices de la route. Les bonnes réponses, c'était la A et la C. Lorsque je sors de mon lieu de travail par une voie privée, avant de m'engager sur la route, je dois toujours marquer l'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage à droite et à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il faut savoir que lorsqu'on sort d'une voie privée, d'un chemin de terre ou d'un parking privé, on est obligé de céder le passage, on n'est pas prioritaire. Par contre, on n'est pas obligé de marquer l'arrêt. C'est uniquement si on doit céder le passage à d'autres personnes. C'est sûr que s'il n'y a personne, on n'est pas obligé de marquer l'arrêt dans ce cas-là. La bonne réponse était la B et la C. C'est déjà la fin de ce test. Oublie pas de mettre ta note en commentaire. Et puis si tu as moins de 35 sur 40, pense à refaire ce test d'ici quelques jours pour bien assimiler les réponses. Bravo à toi pour être venu à bout de ce test. En tout cas, si tu veux vraiment réussir ton code, n'hésite pas à aller sur le premier lien en description pour débloquer toutes les ressources dont tu as besoin pour réussir ton code très rapidement. Moi, je te dis à très vite pour un nouveau test.